Film français. Belle distribution des rôles. Activité 23. Le premier film d'Édouard Bergeon, dans lequel Guillaume Canet incarne un agriculteur en détresse, caracole en tête du box-office. Mais les avis sont partagés. C'est ce que nous révèle ce micro-trottoir. Très beau film français. Belle distribution des rôles et belles interprétations. Au nom de la Terre traite d'un sujet intéressant de manière simpliste. J'ai été attiré pour voir ce film principalement pour le sujet et je dois admettre que les plans sont sublimes. En revanche, je suis désolé, mais Guillaume Canet, que j'adore, n'aura pas pu sauver ce film. Lent, long, on s'ennuie. Bien que l'histoire soit dramatique, on ne ressent aucune émotion. Dommage, car ce sujet méritait mieux. Au nom de la Terre est avant tout merveilleusement humain. Ici, on est dans le vrai, sans faire de genre ou de faux semblants. Et cette famille nous conquit immédiatement par la profondeur de ses échanges et de ses moindres gestes. Si cette histoire nous atteint droit au cœur, c'est sans doute pour cette justesse de sentiment, pour ces regards inquiets, voire paniqués, envers ce mari et père de famille fragilisé, pris à son propre piège, celui de voir toujours plus grand et plus loin, quitte à prendre des risques inconsidérés pour ses proches. Au nom de la Terre est à voir pour le fond et aussi pour la forme. Une mise en scène simple au service d'une histoire vraie, des acteurs et actrices criants de vérité, une rage et une énergie débordantes de réalité. Guillaume Canet au sommet de son art. Guillaume Canet est exceptionnel dans ce rôle de chef d'exploitation qu'il prend à cœur. Un film qui ne peut laisser indifférent, à voir absolument. Très bonne interprétation des acteurs. Film très réaliste, sans fioritures, retraçant le parcours d'un agriculteur et sa descente aux enfers malgré son enthousiasme, un investissement sans faille et son amour du métier. À conseiller pour un public non initié au milieu agricole. Activité 24. 40 ans après l'ouverture du premier restaurant McDonald's en France, la chaîne de restauration rapide s'est plutôt adaptée aux habitudes alimentaires des Français que l'inverse. « Venez comme vous êtes », le slogan de la dernière campagne publicitaire de la firme américaine McDonald's, implantée en France depuis le 17 septembre 1979, donne une idée de la place du fast-food dans les habitudes alimentaires françaises. Hamburger à 2 étages, Big Mac, grande portion de frites, coca géant et crème glacée, ou comment avaler 800 à 1000 calories en moins de 30 minutes. C'est la note salée et sucrée d'un des principaux menus proposés par l'enseigne américaine. L'arrivée du fast-food en France s'inscrit dans un mouvement d'évolution des pratiques alimentaires. Les manières de manger se sont réinventées. On passe moins de temps à cuisiner. On a quitté la salle à manger pour se réfugier sur une table basse avec son plateau, devant un écran ou pas. On ne déguste pas forcément la même chose, mais en gros, on mange à peu près en même temps, 3 fois par jour. On se restaure aussi plus fréquemment à l'extérieur, observe Thibaut de Saint-Paul, sociologue à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Pour autant, la consommation rapide de nourriture à toute heure de la journée que permet le fast-food n'a pas changé les habitudes des familles. C'est même l'inverse qui s'est produit. C'est le fast-food qui s'est adapté au modèle alimentaire français, constate encore Thibaut de Saint-Paul. On mange au fast-food presque comme à la maison. Le fast-food est devenu un lieu de sociabilité pour les familles ou les jeunes entre eux, tout en ne coûtant pas trop cher. Ils peuvent acheter en grande quantité, manger à la française en choisissant un hamburger terroir, se retrouver autour d'une table, partager un moment de convivialité. Activité 25. Triporteur ou biporteur, quel vélo choisir ? Cette bicyclette équipée d'une caisse en bois à l'avant permet de transporter ses enfants. Voici ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Souvent réservés aux déplacements urbains, notamment en hypercentre, ces vélos peuvent avantageusement remplacer la voiture. Depuis que j'ai investi, fini les embouteillages et les problèmes de stationnement, explique Patrick Dinardet. Je peux emmener les enfants à l'école ou à leurs activités, faire les courses, aller à des rendez-vous, sans perdre de temps. Très lourd, plus de 100 kilos,
la grande majorité sont électriques et ne permettent donc pas de faire de grandes randonnées. Le biporteur est équipé de 2 roues comme un vélo classique, tandis que le triporteur en possède 3, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Plus vif, plus léger, le biporteur est idéal pour 2 enfants, recommande Charles Lostis, conseiller chez Amsterdam Air, spécialiste vendéen du cycle urbain sur mesure. Plus stable, le triporteur permet d'emporter 4, voire davantage. À l'arrêt, il présente l'intérêt de ne pas basculer sur le côté, mais il est plus encombrant et a une autonomie plus limitée. Vélo cargo ou cargo bike, triporteur ou biporteur. À l'origine, l'idée était simplement de fixer un gros panier au-dessus d'une des 2 roues du classique tricycle. Plus tard, le modèle change avec une roue avant réduite au profit d'un panier plus volumineux. Une invention que Léon Mougeot, sous-secrétaire français d'État aux postes et télégraphes, propose d'inclure dans le transport du courrier. Ainsi, en 1899, les facteurs l'adoptent dans leur distribution quotidienne. Dans les années 1930, la tendance suscite un intérêt auprès des boulangers, laitiers, épiciers parisiens, afin de se glisser facilement dans les ruelles de la capitale. Les vélos de fret perdent du terrain après la Seconde Guerre mondiale, remplacés par les voitures. Ils reviennent à la mode à la fin des années 1980, avec les premières considérations écologiques. À présent, l'usage est devenu familial autant que professionnel. Des parents s'en servent pour transporter leurs enfants, tandis que les livreurs express y mettent leurs colis. Activité 26. Des paléoclimatologues confirment le caractère inédit, de par son homogénéité, du réchauffement actuel de la planète. Après des jours de fortes températures, la banquise a fondu très tôt dans le fjord d'Inglefield, au nord-ouest du Groenland, le 13 juin 2019. Étudier le passé pour comprendre le présent peut s'avérer crucial en matière de climat. Grâce à une analyse systématique inégalée, une équipe de recherche internationale vient de retracer 2000 ans de variations de température à l'échelle planétaire. Son constat: non seulement le réchauffement climatique actuel est inédit du fait de son amplitude et de sa vitesse, mais il est également sans précédent de par son caractère universel. Il y a bien eu quelques périodes de réchauffement et de refroidissement entre l'an 1 et la fin de l'ère pré-industrielle, mais aucune n'a touché de façon simultanée l'ensemble des régions de la planète. La base de données que les chercheurs ont utilisée pour leur analyse, publiée mercredi 24 juillet 2019 dans les revues Nature et Nature Géosciences, est ce qui se fait de plus complet aujourd'hui. Salut Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue. Ce sont ainsi près de 700 indicateurs climatiques, appelés proxy, qui ont été étudiés par les scientifiques afin de reconstruire les variations de température passées, les observations issues d'instruments de mesure ne couvrant que les 150 dernières années. Ces archives naturelles sont de plusieurs types, de la carotte de glace aux anneaux de croissance des arbres, en passant par les sédiments des lacs ou les coraux. Il est important de collecter un maximum de données provenant d'un maximum d'archives naturelles différentes, si l'on veut pouvoir neutraliser les facteurs de confusion inhérents à chacun de ces enregistrements, précise Raphaël Neukomm de l'Université de Berne en Suisse, premier auteur de ces études. Les arbres, par exemple, ne sont pas sensibles qu'aux variations de température, ils répondent aussi à la pluviométrie. Activité 27. Comment se souviendra-t-on de notre civilisation ? S'interroge Jennifer Brandon. Cette chercheuse de la Scripps Institution of Oceanography, le plus ancien centre de recherche scientifique maritime au monde, affirme avoir observé une explosion de pollution plastique dans les fonds marins. Ces scientifiques ont réalisé des prélèvements à quelques centaines de mètres au large de Santa Barbara, au nord de Los Angeles, par plus de 500 mètres de profondeur et dans les couches de sédiments qui couvraient la période de 1834 à 2010. Leurs conclusions confirment que les matériaux plastiques, quasiment inexistants dans les sédiments avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, y sont de plus en plus présents. La quantité de microplastiques a ainsi doublé tous les 15 ans environ.
Cette hausse reflète l'essor de la production de plastique après-guerre, principalement pour les produits de consommation courante, bouteilles ou vêtements. Une grande partie des microplastiques a été transportée dans l'océan par les eaux de ruissellement ou par les flux provenant des stations d'épuration des eaux usées. Tout ce plastique ne descend pas jusqu'au fond de la mer. Une grande partie flotte à la surface ou près de la surface. Les chercheurs de l'Université de San Diego ont néanmoins découvert des microplastiques dans l'eau jusqu'à 1000 mètres au large de Monterrey. L'explorateur Victor Vescovo a, lui, constaté une contamination humaine dans les abysses. Par 10 927 mètres au fond du Pacifique, il a relevé la présence d'un sac plastique et d'emballage de bonbons. Pour Jennifer Brandon, on pourrait considérer que l'humanité est entrée dans un nouvel âge. C'est mauvais pour les animaux qui vivent au fond de l'océan, les récifs coralliens, les moules, huîtres, etc. Mais la présence de plastique dans les couches sédimentaires est plus une question existentielle. Nous apprenons à l'école qu'il a existé un âge de pierre, un âge du bronze et un âge du fer. Est-ce que cette période va être connue comme l'âge du plastique ? Il est effrayant de penser que les générations futures se souviendront de nous pour cela. Activité 28. Le groupe d'économie sociale et solidaire, SOS, lance jeudi un appel à projet auprès de 32 000 communes de moins de 3 500 habitants afin de créer ou reprendre 1000 cafés en milieu rural pour en faire des lieux de vie ouverts à tous. Dans une commune, le lien social se faisait dans les cafés. C'est dans les estaminets, mais aussi dans les petits commerces, que les gens se rencontraient et que les informations circulaient. Or, le café du village, autrefois lieu de rencontre centrale pour les habitants, a souvent disparu, constate Groupe SOS, une association de lutte contre l'exclusion. Ce mercredi, son président, Jean-Marc Borrello, a annoncé un appel à projet auprès de 32 000 communes pour créer ou reprendre 1000 cafés en milieu rural. Il ne s'agit pas seulement de rouvrir de simples débits de boissons. Ces lieux seront des bistrots, mais aussi des relais de poste, des points d'accès numériques, des épiceries et de dépôts de pain. Groupe SOS précise qu'ils seront aussi un lieu de vie pour les acteurs associatifs locaux, un lieu de programmation culturelle, un relais de mobilité, un point d'accompagnement et de convivialité pour les seniors. L'idée n'est pas originale, tout le monde en parle depuis longtemps, nous a expliqué Jean-Marc Borrello en ajoutant que ce qu'il est, c'est que nous avons décidé de tenter le coup. Ce jeudi 12 septembre, un appel à candidature sera lancé sur le site 1000 cafés. Les maires des communes de moins de 3 500 habitants pourront poser une candidature. Pour être éligible, leur commune ne doit disposer d'aucun café ou avoir un café menacé de fermeture. Ils devront aussi disposer d'un local vacant adapté à cette activité. Cette initiative a le soutien de l'État. Elle est appuyée par le gouvernement dans le cadre de l'agenda rural, qui sera détaillé par Édouard Philippe, Premier ministre, le 20 septembre lors du congrès des maires ruraux dans le Nord. Activité 29. Les cabines téléphoniques sont appelées progressivement à disparaître, d'autant que le gouvernement a fait savoir l'an dernier qu'il n'y aura plus de zone blanche d'ici 5 ans. En attendant, si les anciennes cabines sont normalement recyclées, certaines y échappent. Elles sont données à des communes qui veulent les garder pour installer un libre service de livres, par exemple. D'autres font le bonheur des collectionneurs. Mais mettons le cap aujourd'hui sur la ville de Nantes, pour vous présenter un concept particulier qui permet à des visiteurs d'écouter des œuvres littéraires dans une cabine téléphonique. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jadis, les cabines téléphoniques étaient partout à chaque coin de rue et restaient le seul et unique moyen de contacter quelqu'un hors de chez soi. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Depuis, le portable est passé par là et ces cabines ont été démantelées sur le territoire, aux grandes dames des plus nostalgiques d'entre nous. Pourtant, dans la ville de Nantes, 2 de ces cabines subsistent, mais leur usage est quelque peu inhabituel. En effet, ces dernières ne permettent pas de téléphoner, mais d'écouter une sélection d'œuvres littéraires lues par leurs auteurs ou autrices. Pour contacter les auteurs, les voix sont des enregistrements,
il vous suffit de taper leur date de naissance, proposée sur une liste présente dans la cabine, avec le clavier du combiné, puis la magie opère. Au bout du fil, vous pouvez retrouver notamment la voix de George Orwell, Marguerite Yourcenar ou encore Sylvain Tesson, qui vous lisent quelques-unes de leurs plus belles œuvres. Ces cabines, So British, ont été importées d'Angleterre par la librairie Coiffard, une institution à Nantes, qui est à l'origine de cette initiative originale. Et à l'occasion du centenaire de l'établissement, fondé en 1919, la librairie a décidé de repeindre les cabines avec un noir du plus bel effet. Après tout, la lecture, c'est simple comme un coup de fil. Activité 30. Parmi ces réseaux sociaux, Instagram a une place à part. Il compte 1 milliard d'adeptes sur la planète, dont un bon nombre d'adolescents, et permet de mettre en ligne en un clic les photos prises avec un smartphone. La plupart du temps, l'effet recherché se doit d'être avantageux ou esthétique. Sur Insta, il y a peu de place pour l'instantané et beaucoup pour la retouche photo. Souvenirs de vacances, soirées entre amis, voyage avec un petit ami, la vie se doit d'y être jolie, quitte à ce qu'elle soit mise en scène. Du coup, Instagram est parfois devenu un juge impitoyable de la vie des ados, pas toujours très à l'aise avec leur image. Cette pression sociale est telle que l'entreprise a dû annoncer, en juillet dernier, la création de nouveaux outils contre le harcèlement. Dans 6 pays, mais pas en France, le nombre de likes est même désormais caché. Plus que des espaces très narcissiques, où il suffit d'être suivi par un maximum de gens pour exister, on se rend compte que la force d'attraction des réseaux sociaux réside dans le sentiment d'appartenir à un groupe dans un monde où le collectif n'a souvent plus sa place. C'est pourquoi il est très douloureux pour les ados d'en être exclus. Exister par son image est un exercice nécessairement compliqué pour un adolescent dont le corps est en pleine métamorphose. Prendre un peu de recul s'impose. Pour les y aider, les parents peuvent tout d'abord s'abonner eux aussi à Instagram et suivre des comptes qu'ils aiment bien. Déco, cuisine, voyage, il n'y aura pas de grande difficulté à convaincre l'ado que la vraie vie ne ressemble pas à ses chambres impeccablement rangées, à ses repas dignes d'un chef étoilé, et que les vacances de l'été dernier n'ont pas été qu'une succession de palmiers sur fond de coucher de soleil. Activité 31. Le secret, c'est l'anticipation. Établir ses menus pour la semaine et consacrer un soir à préparer plusieurs plats est une méthode particulièrement adaptée aux célibataires. C'est aussi retrouver l'art d'accommoder les restes qu'on appelle aujourd'hui le slash cooking. Le congélateur est l'allié du solo. Savez-vous que la soupe ou le camembert se congèle ? Un bouillon de pot-au-feu congelé, réchauffé en 5 minutes, parfumera des ravioles ou sera utilisé pour pocher un poisson. Les sauces, tomates, crème citron, peuvent être coulées dans un bac à glaçons, chaque compartiment correspondant à une portion. Des bananes coupées en cubes et congelées, mixées avec un yaourt, feront un délicieux sorbet. Garnissez vos placards d'une base gourmande et d'aides culinaires. Huile parfumée, noix, sésame, chanvre, moutarde, épices et herbes aromatiques. Saupoudrez les carottes crues d'estragon ou les carottes cuites de curry par exemple. Votre poisson de ciboulette ou de curcuma. Les fruits secs, graines de courge, de lin, pignons de pin, etc. améliorent le quotidien, introduisent du croquant. Des tomates séchées en bocal, mixées, deviennent un pesto minute. La cuisine est un jeu. Plus on pratique, plus on prend du plaisir à marier les saveurs, les textures. Faites simple et savourez. Certains desserts se réalisent en 10 minutes, tel le pavlova, une meringue émiettée dans un bol, des fruits et une crème chantilly, ou une crème au lait d'amande avec des graines de chia. Quand on s'y met, cela devient grisant. Le bénéfice d'une cuisine plus saine, sans conservateur, se fait vite ressentir. On dort mieux, on est plus en forme. C'est un cercle vertueux. Votre plat réchauffe doucement, ce qui éveille les sens et met en appétit. Soignez l'art de la table, lâchez les écrans et savourez.
Cuisiner revient à prendre soin de soi et nourrit l'estime de soi. Activité 32. Conformément aux dispositions du règlement numéro 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données, RGPD, vous disposez des droits suivants sur vos données et afin de vous assurer que oui.sncf respecte ses engagements. Droit d'accès. Vous avez la possibilité de nous solliciter afin de savoir de quelles données oui.sncf dispose à votre sujet. Droit de correction et d'effacement. Vous avez la possibilité de corriger les données vous concernant et d'en demander l'effacement. Droit d'opposition. Vous avez la possibilité de vous opposer à ce que oui.sncf réalise un certain nombre de traitements. Droit à la portabilité. Vous avez la possibilité de demander à oui.sncf que vous soient transmises les données vous concernant, données d'identification et de commande exclusivement, sous un format électronique fichier CSV. Il est toutefois rappelé que l'exercice de ces droits n'est pas absolu et peut être limité pour des motifs d'intérêt légitimes, litiges clients ou légaux. Comment puis-je exercer mes droits ? Droit d'accès, de correction, d'effacement et à la portabilité. Si vous disposez d'un compte client, vous pouvez procéder à la plupart de ces opérations directement en vous connectant à votre compte client. Sinon, vous avez la possibilité d'envoyer vos demandes au service client de oui.sncf par le formulaire électronique suivant ou par courrier à l'adresse suivante. Service client, oui.sncf, 2 Place de la Défense, CNIT 1, BP 440, 92 053, Paris La Défense, CEDEX. Droit d'opposition. Vous pouvez exercer votre droit d'opposition des manières suivantes. Pour les newsletters commerciales, en cliquant sur le lien de désinscription mentionné dans les newsletters qui vous sont adressés. Oui.sncf s'engage alors à ne plus vous adresser de newsletters commerciales. Pour la personnalisation et les cookies, en utilisant le dispositif de gestion des cookies mis à votre disposition https://www.oui.sncf/guide/vie-privé-cookie. Pour toute autre demande, en adressant vos demandes au service client de oui.sncf par le formulaire électronique suivant ou par courrier à l'adresse suivante. Service client, oui.sncf, 2 Place de la Défense, CNIT 1, BP 440, 92 053, Paris La Défense, CEDEX.